Donc on va débuter. Et donc ce sera pour la présentation de l'île Sirène avec Monsieur Segan Mabson, donc l'auteur du livre, et qui aura comme interlocutrice donc Delphine qui va prendre le temps d'échanger avec lui. Donc je laisse la place. Donc bonjour Segan. Bonjour. Nous avons la chance. Kaohanui. Je dis en marquisien au lieu du tahitien. Et en japonais peut-être? Ah, konnichiwa, arigatou gozaimasu. Hai. Voilà. Parce que donc tu es un auteur japonais qui réside au Japon. C'est vrai que je n'ai pas l'air d'un auteur japonais, mais on va dire franco-japonais. Okay. Franco-japonais, mais tu écris en japonais. Oui. En premier lieu, et donc là on a la chance nous d'avoir une traduction que tu as faite. Oui. Qui est l'île Sirène, donc qui a été d'abord publiée en japonais, qui est aujourd'hui traduit en français. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le livre? Le livre déjà, pour l'instant, et le contexte de l'écriture qui est assez particulier. Exactement. Alors on commence par le livre. Oui, on entre dans le cœur du sujet. C'est à la fois une histoire d'amour très romantique, m'a-t-on dit, un critique littéraire m'a dit ça ce matin. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour en double spirale. C'est effectivement une histoire d'amour entre deux marquisiens et deux sirènes. Mais quand je dis sirène, on n'est pas du tout dans un roman fantastique. Vous découvrirez en voyant ce livre que c'est tout à fait plausible. Bon, j'ai supposé qu'au cours de 1700 ans d'histoire, certains Homo sapiens se sont développés en milieu aquatique pour avoir une queue de sirène, une queue de dauphin plus ou moins, ce qui serait possible en plusieurs dizaines de milliers d'années, je pense. Mais il y a une histoire d'amour donc entre des femmes dauphins et des marquisiens, mais c'est aussi le moyen de délivrer des histoires que j'ai entendues à Hivaoa sur la culture Enata, sur ce qui s'est passé pendant la colonisation. Je suis gentil avec Gauguin, très gentil, il y a des passages, mais qui servent à l'intrigue amoureuse. Et je suis très très gentil avec Brel. Et la fille de Brel qui a lu le chapitre sur Brel, le chapitre 11, a dit « Mais il faut que je rencontre la personne qui dit le dernier rêve de Brel. C'était ça, c'est vrai. » Je lui ai dit « C'est une fiction, mais ce n'est pas une fiction, parce que ces renseignements, je les tiens d'un ami intime de Brel, qui habite là-bas, qui était mon propriétaire pendant mon année passée à Hivaoa. » Alors on reviendra sur ton séjour justement à Hivaoa. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'histoire d'amour, les histoires d'amour sont des prétextes pour finalement raconter donc, à la fois les marquises et aussi le Japon, puisqu'il se passe aussi au Japon? Alors je dirais que ma femme me manquait beaucoup déjà. Gérard qui est là, qui habitait près de chez moi à Hivaoa. Pour des raisons confuses et sans importance, j'ai quitté le Japon après 30 années au Japon et j'ai laissé ma femme et ma fille lâchement. Mais elles étaient d'accord. C'est ma fille qui a apporté ma valise comme ça. Elle m'a dit « Papa, vas-y, ça fait tellement longtemps que tu veux aller aux Marquises, vas-y. » Et puis, ma femme me manquait tellement, mais elle me manque aussi maintenant, que j'ai inventé une sirène. Voilà, c'est tout simple. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que l'histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour entre moi et l'île déjà. Et j'ai transformé l'île en une sirène. Alors, tout le monde me dit « Non, c'est pas vrai, Hivaoa ne ressemble pas à une sirène. » Alors, on va voir la carte, mais moi, je trouve que si. Ah, attention, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'était ma sirène, cette île. C'est la sirène qui a envoûté Gauguin, qui a envoûté Brel et qui envoûte des voyageurs très régulièrement. Des amis qui sont ici, on ne réussit pas à s'en détacher de cette île. Hein. Elle t'absorbe. Et donc, c'est à la fois un roman où le personnage principal, c'est l'île, l'île qui elle-même est un énorme être vivant. D'un point de vue animiste, il y a l'âme de l'île, et puis il y a, à l'endroit du nombril de l'île, une grotte où il y a des sirènes. Là, c'est une fiction. Mais cette histoire d'amour fictionnel, c'est l'essentiel. À chaque fois, le côté documentaire sur Brel, sur Gauguin, sur la culture Enata, c'est un moyen d'expliquer pourquoi l'histoire d'amour va dans ce sens-là. De toute façon, l'amour, c'est la seule chose dans la vie qui compte. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu sur le contexte de toute cette histoire
Donc tu as dit que tu avais passé une année à Hivaoa. Comment tu es arrivé là-bas alors que ça faisait 30 ans que tu étais toi au Japon? Ben justement parce que ça faisait 30 ans et que à partir de Fukushima, en fait, donc mars 2011, j'ai senti une distance avec la société japonaise que je n'avais jamais senti à ce point-là, parce que bon, moi j'ai fait un doctorat en littérature japonaise à l'université de Waseda, aussi à Paris 7. Bon, j'étais installé, j'étais prof à la fac, j'écrivais des haïkus en japonais, j'étais un peu le haijin, le poète bizarre qui écrit en japonais alors qu'il n'est pas japonais. Bon, tout allait bien. Et puis avec Fukushima, comme ma fille avait 2 ans et demi, bon, ma femme est japonaise, on a commencé à se dire, est-ce qu'on rentre en France? Parce que c'est vraiment opaque le nucléaire. Hein. Au Japon, on nous disait, il n'y a eu aucune explosion, il n'y a eu aucune explosion. Et l'ambassade de France nous envoyait des pastilles d'iode. Parce que oui, il n'y a pas d'explosion, le gouvernement japonais ne vous donne pas de l'iode, mais quand même, s'il y a un problème, vous en distribuez à tous les Français de votre département. Et moi, c'était moi qui étais chef d'îlot, alors ouais, ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment sûr ici? Puis on a su après, grâce au premier ministre de l'époque, Kan Naoto, que je connais personnellement, on a su que lui, il a eu un moment, 2 heures pour décider si on faisait évacuer tout l'est du Japon, c'est-à-dire là où j'étais, 30 millions de personnes. Donc là, déjà, je me suis dit, je fais les premières manifs de ma vie. Ça va être court, parce que là, je suis long. Et pour la première fois, j'ai fait des manifs à Nagano, ma ville, antinucléaire, et les relations avec la mairie de Nagano se sont gâtées. On a fait des séances de mesures de radioactivité alimentaire. J'ai acheté avec mes économies, avec ma femme, un moniteur de Becquerel. Je parle de ça dans le livre aussi. On a trouvé des aliments contaminés. Bien sûr, la mairie faisait des mesures avec des seuils de détection à 25 Becquerel au kilo, donc tout passait au travers de leurs mesures. Et puis, un jour, en 2019, la mairie a construit un gymnase à 3 mètres de notre appartement, avec le bruit des ballons et tout. Alors qu'il y avait de la place à côté, quoi. Je me suis dit, là, j'en ai marre du Japon. Et tu es parti rapidement? En 2 heures. C'est-à-dire que ma fille, elle a apporté la valise parce que je commençais à faire mes valises dans cet attaché-caisse, je ne sais pas comment on dit. J'avais mis mon ordinateur et la chemise ne rentrait pas. Et elle me dit, papa, ça fait longtemps que tu regardes l'île de Bresle sur Google Maps. Papa, ce serait mieux une grande valise. Elle avait compris que j'étais à bout, quoi. Et elle a apporté la valise. Et j'ai fait ma valise en 2 heures. Je suis parti, je suis arrivé. Je suis arrivé à Tahiti à 0h30, à minuit le matin. Et à 5h, j'ai pris l'avion pour Hivaoa. Et à Hivaoa, j'ai respiré. J'étais libre. J'ai jamais été si heureux de ma vie. Et j'ai écrit des haïkus, Pour revenir en fait sur le choix de la destination, c'est ta fille qui t'a suggéré cette destination? Mais c'est-à-dire que c'est ma fille, comme je t'ai dit, qui me disait « Papa, tu veux aller sur l'île de Bresle ?» Et mon père venait de décéder, il adorait Bresle. Mais c'est pas un hasard que Bresle ait été à Hivaoa. Parce qu'il y a un mana sur cette île, il y a quelque chose. C'est pas un hasard qu'il y soit resté. Il n'y est pas allé intentionnellement, il est resté. Et donc, mon père était mort, je me disais, c'est l'île de Bresle, et mon maître de haïku était mort. Et mon maître de haïku, Kaneko Toota, c'est un des seuls maîtres de haïku qui a osé faire des haïkus sans saison, sans mot de saison. C'était interdit pendant la Seconde Guerre mondiale de faire des poèmes haïkus sans mot de saison. Vous voyez, c'est un peu bizarre, les Japonais aiment les règles comme ça. Et pourquoi? Parce que mon maître de haïku, il a commencé à écrire des haïkus pendant la Seconde Guerre mondiale à Truk, sur les îles Truk. Et que là-bas, il n'y a pas de saison, c'est comme aux Marquises. Quand tu dis il fallait un mot de saison, c'est-à-dire qu'il fallait le mot d'une des 4 saisons? Aujourd'hui encore. C'est un code. Les principaux poètes de haïku, sauf moi, depuis les Marquises, et même moi avant,
je mettais le mot de saison qu'il fallait bien, comme dans le dictionnaire des mots de saison, gna gna. Donc ça peut être fraîcheur du soir d'été, ça peut être les grillons c'est l'automne, même la lune c'est l'automne. Pourquoi la lune c'est l'automne? Bon, parce qu'au Japon, les soirées sont claires en automne. Et comme il fait nuit plus tôt, on regarde la lune en automne. Ben oui, mais ici non. Donc moi j'étais libre. Quand je suis arrivé au Marquis, je me suis dit, ouais, je n'ai pas à m'embêter avec les mots de saison. Et tu étais déjà venu en Polynésie? Jamais. Et tu ne connaissais personne? C'était génial. Génial. Et puis c'était pas comme maintenant avec le Covid et tout. Je veux dire, je suis arrivé à la gare de Tokyo, j'ai cherché un hôtel. J'ai été sur l'agence de voyage japonaise, sur le net. J'ai acheté mon billet pour le lendemain matin. J'arrive à l'aéroport. Je pars. Et elle me dit, mais vous ne pouvez pas payer pour un billet le jour même. Je dis, écoutez, mon père est marquisien, est aux Marquises, il vient de décéder, il y a un enterrement, il faut absolument que j'y aille tout de suite. Elle dit, bon, on va faire quelque chose. Et alors j'arrive aux Marquises et personne ne m'attendait parce que j'avais demandé au relais Moehao de venir et puis ils ne sont pas venus. Alors c'est le relais Village Temetiu, la fille de Félicienne Heita, à qui je dis bonjour, qui est venue me chercher. Bon, mais le relais Moehao avait demandé, enfin il s'était débrouillé, mais je suis resté pendant une demi-heure comme ça tout seul. Putain. Puis déjà 4 heures d'avion, tu te dis, oh je vais loin là, je vais très loin. Déjà j'étais loin à Tahiti, là bon. Il va falloir assurer. Mais comme j'avais un petit héritage de mon papa, je me suis dit, bon, ben, tant pis, je claque tout s'il faut, au moins je me libère. Et tu étais venu avec un objectif? Enfin, tu partais aux Marquises avec un objectif? Ou alors vraiment, finalement, te laisser... Déjà, fuir le bruit des baskets, des ballons de basket du gymnase qui était en face de chez moi. Tu aurais pu aller moins loin pour ça? Ouais. Et puis, faire le deuil de mon père, faire le deuil de mon maître de haïku. Recommencer à écrire librement. Pour un écrivain, c'est suffisant. Hein. Vous savez, les choses importantes, il faut les décider à la légère. Les choses pas importantes, il faut y réfléchir longuement. Et alors, comment s'est passée l'année? Elle s'est passée de façon extraordinaire les 6 premiers mois. En fait, tu devais y rester seulement 2 quelques mois. semaines. Hein, je pensais reprendre à la fac au mois de septembre. Et puis... j'ai dit à la fac que, même chose, mon père était mort et que je devais reprendre l'hôtel. Je ne suis pas menteur à l'origine, hein, mais bon, je n'avais pas envie de retourner à la fac. En plus, c'est de pire en pire. Hein, partout dans le monde, l'enseignement supérieur, c'est un service payant, quoi, donc j'en avais marre. Et puis j'avais ce petit héritage de mon papa, alors je me disais, voilà. Et j'ai écrit des haïkus tous les jours. Oui, parce qu'il faut préciser que tu es auteur de haïkus. Voilà. En japonais et romancier en japonais depuis 30 ans maintenant. Et les haïkus, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Nous dire ce que c'est? C'est un poème japonais? Oui, alors ce que je dis toujours, moi je ne parle pas du côté technique qui serait alors 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Oui, ok, c'est un poème très court. Mais, et puis un mot de saison, soi-disant. Moi je dis pas forcément. C'est surtout pour l'esthétique du genre, on devrait dire 2 images, au maximum 3 images. Par exemple, le premier haïku de ce roman, c'est Marquise go de uta o uta toyu nami warae. En marquisien comme en japonais, uta veut dire chanter. Vagues au loin, riez. Donc cette découverte que, par hasard peut-être, le même mot veut dire la même chose dans 2 langues très éloignées, et puis le fait qu'on entende les vagues rire au loin, ce sont 2 images totalement différentes, l'une naturelle, l'autre humaine, et on les met les unes à côté de l'autre, et le lecteur, il imagine ce qu'il veut. Est-ce que c'est bien comme définition? Oui. C'est bien. Ça te va? Oui, très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à écrire. Donc ce sont des haïkus qui te sont venus d'abord et pas un roman? Oui, c'est ça. Parce que j'écris surtout des haïkus et qu'au Japon, il y a presque un business du haïku. On peut vivre de sa plume quand on écrit des haïkus. Au Japon, il y a 10 millions de pratiquants réguliers du haïku. Donc, par exemple, la revue dans laquelle j'ai publié mon roman,
c'est 50 000 de tirage papier par... c'est pas une revue, c'est un magazine. 50 000 par mois. Et c'est petit pour le Japon. Oui, voilà, tu parles là du magazine ouais, on en parlera japonais, après. on en parlera après. Ou bien tu nous expliques maintenant. Non, et donc, les 151 premiers haïkus que j'ai écrits au cours des 3 premiers mois, eh bien, je les ai fait publier par mon éditeur habituel, parisien, Pipa Édition. Et je me suis dit, il faut mettre le marquisien, absolument, parce que c'est une langue extraordinaire. C'est une langue, on en parlait avec Michael Koch à l'instant, où tu as un rapport au monde. Déjà, il n'y a pas de presque pas de possession définitive. Le verbe se place avant le sujet. Le mot merci n'existe pas à l'origine. C'est une langue pas seulement rare, pas seulement qui a failli disparaître, mais c'est une langue très précieuse. À mon avis, les langues polynésiennes, et en particulier le marquisien, c'est une langue qui permet de concevoir un monde hors capitalisme. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que tu as tenu à ce qu'il soit traduit, justement. Traduit. Et j'ai mis en japonais, après j'ai mis en marquisien, traduit par Félicienne Heita de l'Académie marquisienne et par Xavier Heita, qui était premier adjoint au maire. Et puis après, j'ai mis le français en dessous. Mais mon éditrice parisienne, elle adore ça, ça fait très chic. C'est elle a mis le premier recueil de poésie contemporaine publié dans la langue rare et précieuse de l'archipel des Marquises. Et ça a pas mal marché, parce qu'avec le confinement, les Français voulaient voyager, alors ça fait voyager, quoi. Mais 151, c'était pas assez, donc en 6 mois, j'ai fait 500 haïkus. J'étais devenu un haïkuman fou. Donc, j'ai refait une plaquette publiée au Japon, 500, sans le marquisien, parce que ça devenait compliqué de traduire, de suivre. Surtout que les marquisiens, ils vont à leur rythme. Mais je les salue, hein, c'était très bien. Et puis après, il me restait 6 mois, parce que en cours, je me suis dit, je ne vais pas rester toute ma vie quand même. J'ai failli, mais il y avait des circonstances au Japon qui me permettaient de revenir, malgré le confinement. Et donc, au moment du confinement, j'ai commencé un roman en japonais, comme d'habitude. Sur la base des haïkus que tu avais écrits. Exactement. C'est-à-dire que quand tu as 500 haïkus, tu as plein de descriptions de la vie quotidienne qui sont super. Tiens, j'en prends un. La souris piégée continue à respirer. Au loin, le chant des vagues. On entend toujours le chant des vagues. Puis il y a des souris, tu tues les souris. Bon, bref, c'est des trucs que tu peux réutiliser dans un roman, ça, tu vois. Et donc, j'ai réutilisé ça dans un roman en japonais. La publication, donc, a commencé il y a 7 mois, parce que je suis rentré au Japon il y a 1 an et demi, mais j'ai commencé à leur montrer ça, et c'était OK. Et comme ils payent très bien au Japon, j'étais content. J'étais un peu le Gauguin du haïku là-bas. Ah ouais, Mabezon, le poète de haïku, on pensait qu'il ne reviendrait jamais. Il revient avec un roman, avec des haïkus dedans, sur les marquises. Mais alors, quand tu dis que tu as été inspiré par l'ensemble, par le recueil finalement des haïkus, il n'y avait quand même pas ni les personnages, ni l'intrigue, ni tout ça, il a fallu le construire. C'est exactement ça. C'est-à-dire, la description des paysages, en fait, c'était les haïkus, ouais. L'histoire d'amour, c'était ma femme qui me manquait. J'ai un peu idéalisé des sirènes qui auraient été dépigmentées, un peu comme les Asiatiques, avec des villages asiatiques moins sombres de peau que les Polynésiennes. En fait, c'était ma femme, quoi. Et l'autre truc, ce sont toutes les histoires que m'ont racontées les sages de l'île. Et ça, il n'y a pas que Brel, quoi. Il y a des histoires sur la vallée de Hekeani, parce que mon ami Thierry Frébeau, coucou Thierry, Théo Frébeau, sa famille est de Hekeani. C'est une vallée où il y avait peut-être 10 000, 20 000 habitants. Maintenant, il n'y a plus personne. Enfin, s'il y a une personne, il y a un ermite. Alors, j'ai un peu décrit la vie c'est pas un ermite, mais tu vas là-bas, il te dit je viens de tuer un marcassin pour le petit déjeuner, viens, on mange le marcassin ensemble. Il est là, tu sais, il est en train de dépecer devant toi. C'est fou, quoi. Parce qu'en fait, donc, dans l'ouvrage, en effet, il y a beaucoup de descriptions, ouais, qui sont très fortes. Il y a aussi donc, les personnages qui sont vraiment inspirés quasiment directement de gens qui existent. Ah, mais c'est ça. J'ai changé les noms. Vraiment j'ai changé Frébeau en Grébeau, je peux le dire. Mais je ne suis pas méchant, donc même si on ne va pas m'attaquer, à mon avis, si... tu vois, j'ai changé le magasin Goupil en Goupil.
Mais non, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie aux Marquises. Vous allez retrouver plein de gens. Bon, j'ai pas été tendre avec 2-3 personnes, mais c'est pas méchant non plus. J'ai été amoureux de ces gens et je les aime profondément. Et je leur ai envoyé 25 livres hier et j'ai l'impression que vraiment la boucle est bouclée là. Je peux leur rendre hommage. Même si tu n'es pas retourné Alors, cette fois-ci, c'est pas possible pour des raisons sanitaires parce que j'ai un prix à recevoir à Tokyo le 11 décembre et j'ai 2 semaines d'isolement à mon retour et sinon je peux pas y aller. Voilà, bon. Tu viens directement du Japon. Voilà, enfin via Paris parce qu'il n'y a plus de vol, donc j'ai fait le tour de la planète pour venir. Mais retourner 2-3 jours, c'est pas possible et j'ai promis à mes amis marquisiens que j'y retournerai avec ma femme et ma fille. Donc je reviendrai. Et donc pour revenir à Hivaoa, donc tu es toi français, mais aussi de culture japonaise désormais, puisque tu y as vécu très longtemps. Qu'est-ce qui te plaît au Marquisé, à Hivaoa en particulier? C'est une très bonne question. Tu parles également des paysages beaucoup. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vraiment, si tu veux, le sentiment que j'ai retrouvé les racines de la culture japonaise que j'aime. Et moi, la culture japonaise, par exemple, que j'aime, c'est le maître de haïku Issa du 19e siècle, qui était un paysan des montagnes du nord de Japon, là où j'habite, à Nagano, et qui regardait les moineaux à hauteur de moineaux, qui voyait le mana de chaque grain de sable, si tu veux. C'est un homme, un poète paysan, qui est un des 3 grands maîtres du haïku classique. Et cette simplicité qu'on doit avoir quand on écrit du haïku, comme Issa, c'était difficile dans une société complexe comme le Japon. Et à mon avis, cet animisme, tu vois, le fait que chaque chose a une âme, c'est très profond au Japon, c'est très profond dans la vision qu'ont les poètes de haïku, mais dans le mode de vie, on l'oublie. Alors qu'au Marquise, tu n'as plus rien de cette société pour t'empêcher de ressentir le mana des choses. Mais c'est dur, 1 an là-bas. Hein. À la fin, franchement, je m'ennuyais parce que j'avais envie de dialoguer avec des gens comme toi, ces échanges intellectuels auxquels j'avais été habitué, j'avais du mal à ne plus en avoir parce que ce sont des gens extraordinaires. Il y a des gens très instruits, des gens très intelligents. De l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le mode de vie, mais au bout d'un moment, quand même, tu te dis, j'habitais au centre d'une ville de 400 000 habitants et là, est-ce que je reste toute ma vie? C'est un choix difficile, quoi. Quand tu veux prendre une douche, il y a l'eau qui fait... Tu vois, moi, je suis revenu ici à Tahiti. J'avais 1 semaine avant de prendre le vol de continuité territoriale. Et j'arrive dans l'hôtel et je me dis, ah, je peux prendre cette chose qui s'appelle un ascenseur. J'avais oublié qu'il y avait des ascenseurs dans ce monde. Alors j'étais avec ma grosse valise. Mais c'était super parce que j'étais redevenu un homme brut. Comme Brel disait, un homme brut. Et ce qui t'a permis ça, c'est le fait d'y vivre et d'y être et de ressentir, ou c'est le fait de rencontrer des gens qui sont comme ça? Ou les deux peut-être? Ah, c'est les gens. La terre des hommes, c'est les hommes. Parce que même si maintenant, comme dans la deuxième partie, l'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour super romantique, mais entre un marquisien qui est parti travailler comme cuisinier à Hawaï et la fille d'une sirène qui est considérée comme une handicapée. Et donc c'est très contemporain et ils font des chats sur Facebook. La deuxième partie, c'est aujourd'hui, mais ils sont très marquisiens parce qu'ils ont un rapport très animiste. Et quand ils s'embrassent sous l'eau à la baie des Vierges au chapitre 15, ça me donne des frissons déjà d'y repenser. Et qu'il ne faut pas que je vous le dise. Non. Enfin bon, tout le triangle polynésien est à l'intérieur d'eux, quoi. Et c'est des trucs, je n'ai pas embrassé de marquisienne, hein, aux marquises. Mais je sais que les marquisiens et les marquisiennes, ils ont ce rapport direct avec Moana, la mer, la montagne. Et ça, maintenant que je suis au Japon, je me suis débarrassé de tout ce qui n'est pas essentiel. J'essaie d'avoir ce rapport direct avec les quelques montagnes qui restent à peu près vierges, quoi. J'allais te poser la question, est-ce que une fois rentré en fait au Japon, tu t'es senti changé? C'est génial. Je me suis libéré de tout. J'en ai plus rien à faire de toutes ces conventions du haïku. Une chance que je les ai étudiées pendant 30 ans, si tu veux.
mais je fais la part des choses et du coup, j'ai beaucoup plus de demandes d'articles. Regarde, là, c'est marrant, j'ai eu une demande d'article du plus grand journal japonais, Yomiuri Shimbun. Il me demande 5 haïkus sur les oiseaux de l'hiver. Et il ne savait pas que j'étais en Polynésie. Les oiseaux de l'hiver. Ben, j'ai envoyé, je crois, 3 sur 5 haïkus sans mot de saison. Il y avait des oiseaux, des moineaux, tout ça. Qui ont été appréciés. Ben, je ne sais pas, elle ne m'a pas répondu, mais c'est ça ou rien. Et c'est 300 € pour 5 haïkus, donc si elle me dit non, je regrette. Mais les Japonais en ont assez aussi de ce carcan, ce maniérisme du haïku contemporain, qui date de la Seconde Guerre mondiale, où le haïku a été réutilisé comme littérature nationaliste, un peu, où on a accentué justement ces conventions inutiles. Donc ça va très bien. Et donc ça t'a libéré dans l'écriture? Complètement. Parce que avant de partir, finalement, parce que tu as parlé finalement de ton contexte personnel et qui t'a un peu poussé à partir, mais est-ce que tu arrivais encore à écrire avant de partir? Non, parce que j'étais arrivé à une sorte de maniérisme où j'avais tellement assimilé ces règles de plus en plus complexes du haïku, où tu as des dictionnaires de mots de saison qui font maintenant 10 000 mots. Alors tout est mot de saison à force. Le réfrigérateur, c'est devenu un mot de saison. La banane aussi, mais il y a des bananes toute l'année, même au Japon, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Donc alors, tu t'es affranchi de certains codes. À l'origine, c'est quand même le rapport avec la nature qui est important. Ça passe par les saisons, mais ça peut ne pas passer par les saisons. Si regardez ça, ça vient d'où à votre avis? Est-ce que on est filmé là? Ouais. Oui, on est filmé. Donc ça, je parlais de comment dire, la culture japonaise ancienne, qui est très proche, à mon avis, de l'animisme marquisien. C'est pas un tiki, ça. C'est une sculpture du 5e siècle avant Jésus-Christ, japonaise, avec ses grands yeux et ses tatouages en spirale partout. C'est l'époque Jōmon, l'époque où le Japon était encore un pays purement animiste, avant l'influence de la Chine. Et à mon avis, cette sensibilité, elle existe encore chez les Japonais. Donc ils ont besoin, et c'est pour ça que ce roman a beaucoup de succès. Enfin, je ne devrais pas le dire moi-même, mais il a du succès. Parce que ça replonge les Japonais, à chaque épisode, chaque mois, vers ce qu'ils ont oublié d'un rapport brut à la nature et qu'ils aiment profondément. Et bon, le mot nature n'existe pas en japonais comme il n'existe pas en polynésien. On est d'accord, c'est... Shizen, c'est les choses telles qu'elles sont. Voilà. Mais ouais, ils sont passés de 40 000 à 50 000, m'a dit la rédactrice en chef. Elle m'a envoyé une carte avant-hier d'une lectrice qui disait « Mon papa me disait toujours, je voudrais aller aux Marquises, mais mon père est décédé. Et comme il adorait les tableaux de Gauguin, je me disais, moi aussi, il faudrait que j'aille aux Marquises. Depuis que j'ai vu ce livre, je lis votre roman tous les mois, je me dis que je vais absolument aller aux Marquises en souvenir de mon père. » Tu parles d'une lectrice japonaise. D'une lectrice japonaise qui a écrit ça sur une carte. C'est fantastique de réussir à être un trait d'union entre deux cultures qui sont à l'extrême des cultures austronésiennes, quoi, mais qui, de part et d'autre du Pacifique, ont encore conservé ce rapport à la nature, enfin aux éléments. Et que le Japon revienne à ses sources, et les Marquisiens peut-être aussi. Alors parce que moi, le fait qu'après j'ai envoyé le roman en français, c'est parce que... Alors oui, raconte-nous peut-être d'abord la parution. Alors, quand tu es rentré, tu as écrit ce livre, où il était déjà écrit d'ailleurs. Il était déjà écrit. Il était déjà écrit, donc tu l'as proposé au Japon. Ouais. Et là, ce que tu nous montres, c'est la parution, c'est un magazine, Voilà, parce que en fait, j'avais un peu de temps aussi aux Marquises, et puis mon frère me disait... À chaque fois, tu écris en japonais. Là, quand même, ça serait bien que tu fasses une version française. J'ai fait beaucoup de traductions, mais je n'avais jamais écrit des romans en français directement. Bon, comme j'avais le temps, en Marquise, j'ai commencé. Et puis, mon frère m'a dit, c'est bien, c'est bien. Et puis, je me suis dit, pour mes amis marquisiens aussi, ça pourrait être bien, pour leur dire merci. Et j'ai envoyé à Haerepo. Voilà, parce qu'il est, il est édité par Haerepo, qui est une maison d'édition locale. Voilà. Et il m'a dit OK. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas évident pour les Polynésiens? Parce qu'il y a un chapitre sur les migrations polynésiennes. Bon, à ma sauce, j'essaie
être sérieux quand même. Lui, il est très pointu, donc il m'a corrigé des petits trucs. Mais je me dis, c'est évident, les Polynésiens, ils connaissent tous ça. Eh bien, en fait, non. Parce que sur la culture polynésienne, j'ai appris pas mal de choses grâce aux vieux de Hivawa. Et apparemment, même pour les Polynésiens, on apprend des choses. Et après, là, ce qui est passionnant, c'est que mon éditrice à Paris me dit « Ah, j'aimerais bien pouvoir le diffuser en France ». Donc voilà, tu vois, ça prend Donc finalement, ça prend une ampleur incroyable. Ampleur. Et même enfin bon, ça, c'est pas sûr du tout, mais il est possible que Arte, la chaîne de télévision Arte, se base sur ce roman pour essayer de faire un documentaire sur les marquises et une autre façon de voir le monde, etc. C'est fantastique, tu vois, de voir Tokyo, Tahiti, Paris. Quand tu dis une autre façon de voir le monde, donc là, c'est Arte qui souhaite ça. Bah oui. Est-ce que toi, ça te parle ? Est-ce que les Marquisiens, ils ont la Polynésie ? Oui, les Polynésiens en partie. Une autre façon. Et les Marquisiens encore plus peut-être. Enfin, vraiment, cet animisme, cette façon déjà de ne pas se mettre en avant, tu sais, les Marquisiens ils ont un côté sombre. Parce que déjà, quand tu vois l'horizon, tu sais qu'il n'y a rien au bout. Hein. Il faut te débrouiller. Et ils ont un côté austère, mais profond. Tout de suite, tu vas dans les choses profondes. Comme les vieux Japonais. Et une résilience qui est indispensable. Parce qu'on voit qu'il va y avoir de plus en plus de fléaux. Et il va falloir s'en sortir par la science, oui, mais aussi par un autre mode de vie où on est plus résilient, on est plus liés les uns aux autres, on arrête de dire je en permanence, de dire non, non, non. Les Marquisiens, c'est ça, cette chaleur. Ah oui, il faut arrêter, c'est bientôt fini. Mais les Polynésiens, cette chaleur, cette impression sans dire un mot, ils te prennent dans leurs bras. C'est ça la solution pour une véritable écologie de l'âme. Et alors justement, si jamais c'est publié en France, donc ces messages finalement, ils vont aller très très loin. Et j'espère que ce roman va nous aider à devenir plus humains, parce que la Terre des Hommes regorge d'une humanité primordiale. Tu parlais tout à l'heure de langue, et il n'y avait pas le mot nature dans la langue ni polynésienne ni japonaise. Toi, tu as commencé à apprendre le marquisien ? Alors j'ai essayé, je parle un peu. Tahia nui no te whenua henata. Mais c'est tellement différent. Moi, le japonais, si tu veux, déjà, je me suis dit, est-ce possible de penser une langue où on enlève le sujet « je » presque toujours. Déjà, là, il faut évacuer une partie d'individualisme en japonais. Mais alors, une langue comme le marquisien, où tu as les polynésiens, où tu as 4 façons de dire « nous », déjà, où il n'y a même pas de mot « merci », j'ai eu du mal, j'ai essayé, et puis, franchement, quand j'ai commencé mon roman, j'avais plus le temps. Mais j'avais bossé grâce aux autres livres de Haerepo, le récit aux marquises, puis les grammaires de marquisiens. J'aimerais, mais non, là, je vais arrêter. Toi, tu essaies d'apprendre le marquisien ? Non, je n'ai pas essayé. C'est très, très dur. Hein. J'en parlais avec Michael Koch à l'instant. J'admire comme il parle, parce que c'est tout un autre monde. Tu ne peux pas dire les mêmes choses. Donc, j'ai mis beaucoup de marquisiens dans ce livre. Grâce à mes amis marquisiens, je pense que c'est correct. Mais c'est impossible. Après, je mets les traductions en français dessous. Mais en japonais, je trichais, quoi. Là, j'essayais en français de ne pas tricher. Parce que en japonais, je mets le marquisien aussi. Mais bon, pas beaucoup de japonais qui peuvent contrôler. Là, normalement, c'est OK. Mais bon, Michael Koch, il va m'embêter, je crois. Mais vas-y, tu me diras. Et puis, si on fait une deuxième édition, on corrigera. C'est très dur, le marquisien. C'est très, très dur. C'est très simple et très dur à la fois. Et en même temps, c'est ce qui permet de mieux comprendre, enfin voilà, apprendre la langue, c'est ce qui va permettre aussi de mieux comprendre la culture. Et complètement, regarde, sur le rapport à l'environnement, voilà, au lieu de dire nature. Le fait de dire, mon héros, Jonas, le pêcheur, il se lève à côté de sa petite Française avec laquelle il vit dans une cabane, et puis il lui fait un bisou, et puis elle lui dit « ça va ta jambe ?» parce qu'il s'est fait mal au pied en marchant sur un harpon à Mahi Mahi.
Elle dit ah, ma jambe côté tuatona. Comment on dit l'alizé? Ah, Tiota. Tuatoa. Tiohoa. Tiotona, oui, voilà, c'est Tiotona. Ma jambe côté Tiotona, c'est-à-dire qu'un marquisien, même en français, il est capable de dire en français, pas la jambe droite, la jambe gauche, la jambe côté alizé. Tu vois, déjà, bon, quand c'est ta maison, déjà, tu dis plutôt nord-sud en français, mais quand c'est ton corps, et puis la copine à côté, elle lui fait un bisou, elle lui dit, mais là, il a bougé pour me faire un bisou. Donc, c'est plus côté alizé, c'est côté mer, ou c'est côté montagne, du coup, ou taille. C'est fou comme, en fait, il se situe dans un espace qui est d'abord l'environnement et après eux. Et aussi, ça fait qu'il se situe dans un espace-temps où tout est infini, je crois. Puisqu'on est dans un monde où déjà il y a l'infini partout autour, tellement c'est isolé. Donc le temps aussi, c'est ce que j'ai essayé de rendre dans la structure de ce roman, c'est une spirale qui va de l'infini vers l'infini. Une histoire d'amour double où c'est un peu la même chose, mais c'est pas la même chose. Et puis mes personnages, ils agissent de façon instinctive. Ils sont entre l'infini d'où viennent les pirogues et l'infini où se dirigent les pirogues. Et c'est pas du tout le temps occidental, unidimensionnel, où on a un but et on fait tout pour arriver à ce but. Non, et c'est pas non plus le temps bouddhiste où à chaque fois il y a la réincarnation, tu sais. Donc c'est un temps cyclique. C'est le temps animiste, le plus proche de la nature, enfin, où on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça finit. Et puis le passé et l'avenir, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, j'ai essayé de rendre cette dimension de l'absolu dans ce roman. Pour moi, c'est ça. Pour moi, la Polynésie, ce n'est ni un enfer, ni un paradis. Les Occidentaux passent 2 siècles à dire que c'est un paradis. Moi, dès le début, ce n'était pas un paradis, c'était une fuite du Japon. Donc tout ce que je voulais, c'est être peinard, qu'il n'y ait plus de temps. Et Henri Hiro disait manger le temps. C'est vraiment ce que je voulais faire. Bouffer le temps et être peinard. Et ce n'est pas un enfer non plus, bien que je respecte énormément les auteurs contemporains, dont Titaoa Peu, etc., qui décrivent ce que le colonialisme a créé d'enfer dans les banlieues de Papeete notamment. Mais moi, je suis arrivé aux Marquises et j'ai voulu retrouver l'infini, l'éternité. Pour moi, c'est ça. Vous êtes dans une région du monde où on ressent l'absolu, l'éternité. C'est rare. Et donc tu sembles vraiment imprégné aujourd'hui de tout ça et ton livre le prouve, finalement, tes mots. Tu sais plus quoi dire? Ben, c'est bien. Le silence, c'est aussi la meilleure des choses. Non, voilà, je voulais savoir en fait comment sur place tu t'étais organisé. Parce qu'écrire, c'est finalement quelque chose d'assez solitaire. Enfin, on a besoin d'être un peu en recul. Et en même temps, toi, tu t'es vraiment imprégné de tout ça. Donc tu as vécu avec les autres, tu as vécu avec les Marquises. Comment tu équilibrais tout ça? Si ça s'est fait de façon formelle ou si au contraire naturel. Naturel et... C'est-à-dire, je suis arrivé au relais Moeha. J'ai dit, je vous paye en liquide 1 semaine. Il m'a dit, ah, c'est trop, c'est trop. Après, je lui ai dit, je vous paye 1 mois. Ok. Ah ben, tu vas aller dans la petite montagne en haut, la petite maison, tu as une super vue là-haut. Ça sera un peu moins cher. Bon, c'était quand même cher parce que c'était un relais, c'était hôtel, bon. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, tous les jours, je marchais. 4 heures le matin, à marcher, avec mon téléphone, tu sais, le truc pour enregistrer l'application. J'enregistrais tous mes haïkus dès que j'avais une idée. Et l'après-midi, je faisais le tri en japonais. Hein. Je les traduisais en français. J'essayais de les traduire en marquisien pour que mes traducteurs puissent le faire facilement. Et puis j'étais crevé. Et je dormais et je recommençais le lendemain. C'est tout. J'ai fait ça pendant 5 mois. Et c'était, comme j'étais très satisfait de mes haïkus, c'était bien. Mais comme tu dis, il faut une organisation, quoi. J'avais besoin d'une télé. Alors j'étais chez Gobil. J'achète une télé. Il me dit, ah ok,
la garantie, je mets Laurent le poète. Hein. J'avais plus de nom de famille, c'était génial. Et je la garde ici. S'il y a un problème, tu dis Laurent le poète, c'est trop. Et puis, je m'achetais des trucs, des petits plats tout faits. Et puis, j'ai eu des amis qui m'amenaient des trucs, du poisson. Et puis, j'ai loué une maison les 5 derniers mois parce que c'était un peu cher d'être au relais quand même. Et puis, je voulais être peinard parce que je savais qu'il fallait que j'écrive un roman. Et là, j'ai loué une petite maison à monsieur Jean Secours, qui est l'ancien chef de l'équipement à Hivawa, qui connaît plein de choses sur la culture Enata, qui était un ami de Brel. Et j'avais une toute petite bicoque. J'avais mon ordinateur et je faisais des courses. Là, je suis désolé, c'était des fois des conserves, des trucs, parce qu'il fallait que j'écrive, donc c'était pas écologique. Mais j'ai écrit pendant 6 mois sans arrêt, parce qu'il fallait faire la version japonaise, la version française, tu vois. Donc j'ai plus beaucoup vu les marquises, en fait. Mais si j'avais besoin d'un renseignement, je pouvais demander tout de suite à mes amis sculpteurs et tout. Et puis, donc, quand j'ai voulu rentrer, c'était très dur parce que c'était en juin 2020. Il y avait un vol tous les 10 jours. J'ai passé une semaine à Airport Motel en face de l'aéroport de Fa, ce qui fait que je n'ai pas vu du tout Tahiti. Je ne connais pas du tout. À l'aller, j'ai passé 2 heures et au retour, j'ai passé une semaine, mais j'étais en train d'écrire le dernier chapitre. Le chapitre où mes héros, il ne faut pas que je le dise, s'enfuient de l'aéroport de Tahiti, de Narita. Enfin bon, bref, à la Carlos Ghosn, quoi. Donc j'ai écrit en face de l'aéroport l'histoire de l'aéroport à la fin. Et puis il me restait une journée, j'étais voir Climat, monsieur Marius Luciani, adorable. Il a pris quelques-uns exemplaires de mon recueil marquisien. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à reprendre ma vie d'écrivain sans reprendre l'enseignement. Et j'ai continué la même vie au Japon. C'est-à-dire 4 heures de marche le matin, l'après-midi, écrire, ne pas boire une goutte d'alcool, ne plus fumer de cigares, ne plus regarder la télé. Et je suis en pleine forme. Merci les marquises. Et à ton retour au Japon, tu as redécouvert le Japon ou tu as vu le Japon autrement? Ah mais c'est-à-dire que tout ce qui est postérieur à ça, ça m'intéresse plus. Donc comme déjà... Dis-nous, quelle époque L'époque entre 10 000 ans avant Jésus-Christ et 500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est 5 fois plus long que ce que tout le monde connaît du Japon, c'est-à-dire les 2 derniers millénaires. C'est-à-dire que les Japonais, majoritairement, c'était des peuplades animistes, presque nomades, qui n'avaient pas de fer, comme les Polynésiens. Donc ils ne se battaient pas beaucoup. Ils devaient sacrifier un guerrier de temps en temps, comme ici. Ce n'étaient pas des guerres très méchantes, comme ici, je crois. Et tatoués, complètement en accord avec la nature. S'il manquait de ressources, ils changeaient de montagne et jamais ils ne faisaient ni même de la culture, ni même de l'élevage. C'était ça les Japonais. Et ils ont encore ce côté simple. Vous savez, si le zen chinois s'est bien implanté au Japon, c'est parce que c'est une philosophie quiétiste, comme on dit. C'est-à-dire rester calme et ne rien demander à la nature de plus que ce qu'on a vraiment besoin. C'est vraiment ça, la culture japonaise. Ce sont des gens simples et calmes. Donc, pour moi, ce sont des marquisiens. Et tu dis avoir repris l'écriture depuis donc, tu es rentré en juillet 2020 ouais. Au Japon. Tu as repris l'écriture? C'est vrai que les haïkus, beaucoup, et beaucoup mieux qu'avant, donc c'est bien. Mais la prose... Je suis en train de traduire les mémoires de prison d'un poète pacifiste pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc que tu traduis du japonais au français? Du français. Ouais. Et bon, ça, c'est un truc que je fais depuis 3-4 ans. Donc, quand j'aurai fini ça, il va falloir que je me mette à un roman en japonais. T'as une idée? Parce que moi, du coup, c'est le séjour marquise. Ici va peut-être t'inspirer. Hein? Le séjour ici va peut-être t'inspirer. C'est trop court. Non, mais c'est le problème, c'est que ma femme travaille au Japon, ma fille est au Japon, donc ça va être difficile de revenir ici pour écrire. Et c'est vrai que c'est un gros problème. Je dis à mes amis, les haïkus, ça va, parce que je monte au-dessus du temple Zenkoji, qui est un temple millénaire. C'est super, je fais des belles promenades, j'écris, voilà,
sur les montagnes et tout. Mais de la prose, il faut un sujet fort. Alors j'ai écrit un autre roman, Normandie, été 76. Wow. Normandie, été 76, c'est un roman que j'avais écrit il y a 20 ans en japonais et je l'ai réécrit aujourd'hui. Donc c'est mon enfance vue du Japon d'aujourd'hui. Et ça marche pas mal apparemment en France. J'ai eu des bons échos. Que tu réécris, c'est-à-dire? Je réécris en français. Ah, donc tu le je traduis. suis en train de me demander si je deviens enfin un écrivain dans ma langue maternelle ou si je continue en japonais. Je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'en France, ça ne paye pas. C'est vraiment... C'est galère. Et puis, je n'ai pas la carte, je ne suis pas connu. Une éditrice m'a répondu pour Normandie, été 76. Elle m'a dit, je ne vois pas comment je publierai quelqu'un qui habite au bout du monde. Oh, bah, désolé, au bout du monde, pour elle, c'est le Japon. Mais alors, si je vais aux Marquises, après... c'est la France, oui, mais même, tu vois... donc, au Japon, il faut que j'écrive en japonais, je crois. Je sais, tu n'as pas une idée, vraiment, vraiment. Je vous demande à tous. Et réécrire sur les Marquises, ça fait un peu bateau, quoi. Il faut autre chose. Tu préfères écrire en japonais ou en français? En japonais. Ah. Il n'y a pas de gras en japonais. C'est beaucoup plus sec. C'est pa, 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 pa. Ça va vite. Et je peux mettre des haïkus à l'intérieur, parce que les haïkus traduits, là, c'est vraiment dur. Hein. Je ne sais pas si ça passe. Hein. Non, là, je suis en crise existentielle. Finalement, les Marquises, ça t'a pas sorti de tout ça? Non, ça m'a montré la réalité des choses, qui est qu'il faut être nu et modeste pour écrire, et qu'au Japon, avec la cuisine qu'il faut faire tous les jours pour ma fille et ma femme, aider les devoirs, ben, je peux écrire des haïkus, mais écrire un roman... Mais moi, je suis poète de haïku, donc tu sais, j'ai des demandes d'articles. Ça va, je vis pas mal. Hein. Donc, mais finalement, est-ce que tu... Enfin, il n'y a aucune obligation à non. Écrire un roman Je touche 600 € par chapitre pour ça. J'en ai pour 16 mois déjà. Plus des petits articles à 300 €, 2-3 fois par mois. Je n'ai pas besoin de plus de ça. Hein. On a acheté notre appartement. Bon, de temps en temps, il y a les basketteurs qui font boum boum, mais on est pas mal. On a une vue sur les Alpes japonaises. Ça console. Hein. Non, je crois que je vais finir poète. Japonais. Oui, c'est pas un triste avenir. Tu crois? Oui. Ouais. C'est la peur de la mort qui nous pousse sans arrêt à essayer de faire quelque chose d'extraordinaire et tout, d'une façon narcissique. C'est comme moi, je suis ici, mais en fait, je crois que ça peut donner du bonheur à plein de gens, ce roman. Mais à la limite, c'est pas grave. Hein. Je peux mourir, c'est pas grave. Hein. Oui, maintenant c'est fait. Tu vois, si je vends 500 livres ici 50 000 par mois, ça fait 100 fois plus quand même. Donc je ne suis pas ici pour faire du business. Hein. Et Robert Koenig non plus. Il y a encore des gens qui croient dans la vertu de la minorité, de la simplicité. C'est ça la littérature. Donc je vais faire des petits haïkus. Puis je vais mourir petitement. Comme Saint François d'Assise, c'est ça, c'est la philosophie du petit, du peu. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on peut, pour terminer, peut-être revenir sur l'île Sirène? Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur ce livre? Ce matin. Alors, ici, il vient de sortir, donc c'est peut-être un petit peu difficile. Franck Chanloup, qui est un gars super, qui est auteur de Les Enchaînés chez Il au vent. Au vent des yeux. Eh bien, il m'a dit, j'ai lu ton bouquin. Il a une voix comme ça, j'ai lu ton bouquin dans la nuit. Super roman, super, vraiment, très très bon. Et je lui dis, pourquoi? Parce que c'est à la fois une super histoire d'amour. Vraiment, c'est une belle histoire d'amour. Et en même temps, on apprend plein de choses, mais c'est toujours au service de l'histoire d'amour. Alors voilà, c'est ça. Essayer d'être à la fois dans l'amour, dans l'émotionnel, et à la fois dans quelque chose quand même de transmission d'une certaine culture. C'est ça l'art, hein. C'est essayer d'être à la fois un cœur et une tête. Et d'abord un cœur. D'abord un cœur. Tu poses des bonnes questions, toi. Hein. Gentil. On a du temps, c'est ça? Non, je crois qu'on a... Non, justement, il reste 10 minutes et je voulais les accorder aux questions du public, s'il y en a. Ouais, s'il n'y en a pas... ぜひお願いします。
Gérard Dozo. Non. Mon élève de japonais à Hibaoa, qui est venu spécialement de France, tu vas bien dire un mot, allez. Ou mademoiselle, dans le fond, vous levez la main, non? Quelqu'un a une question? Ouais. Tu vois? Ouais, tu connais tout déjà. Il va dire des choses honteuses sur moi. Allez, alors vas-y, ouais. Non, pas vraiment, mais merci pour ce partage. Je voulais juste vous poser une question concernant le haïku. C'est Ouais, comme ça vas-y, qu'on vas-y, commence. ouais. Vu que vous avez écrit beaucoup de livres dans ce domaine, et puis est-ce que vous considérez... Tu dis tu considères Oui, Ouais. que quoi? que tu te considères Ouais. comme un maître haïku. Déjà, si tu dis que tu es maître, tu es plus maître. Parce que tu sais, les maîtres de haïku, c'était des gens d'une modestie incroyable, qui voyageaient, Basho aussi, je vais en parler pendant la conférence. Issa, il est revenu dans sa campagne et il ne recherchait aucune gloire. Tu ne peux pas être ouvert au monde et à la nature si tu n'es pas modeste, humble. Donc, c'est les autres qui te disent sensei. Tu sais, sensei en japonais, c'est maître. Et Issa interdisait à ses disciples de dire sensei, sensei. Mais bon, il y a une chose qui existe au Japon, c'est quand tu es responsable d'une école de haïku. Et ça, je l'ai fait pendant 20 ans. J'avais mes disciples et tous les mois, on se rassemblait, on faisait des kokai, des ateliers de haïku. Je vais essayer d'en faire demain avec les enfants et samedi avec des adultes de 10h à 12h, réservés, si vous pouvez. Et alors, tu fais des sortes de concours de haïku, mais très amicaux, où on discute sans savoir les auteurs et tout. Et tu publies des revues. Il y a 500 revues de haïku au Japon, tu vois. Donc, je l'ai fait pendant, oh non, pas 20 ans, 15 ans. Et puis, j'ai arrêté avec les marquises. Et donc, je ne suis plus maître de haïku. J'ai été maître de haïku, enfin, il paraît. On m'appelait sensei. Et moi, je ne disais pas non parce que c'est fatigant, quoi. Mon maître Issa du 19e siècle, lui, c'était rédhibitoire. Mais moi, non, j'étais content. Ça faisait, tu te rends compte, un étranger en plus. Mais non, maintenant, c'est fini, là. Tu comprends? Ouais. Bonne question. Mais si ça t'intéresse, tu peux venir samedi. On pourra étudier ensemble. Ah, ça fait sa publicité en plus. Ah bah ouais, tu vois, je suis vénal. Non, mais j'ai rien à gagner, mais c'est vrai que j'avais initié ça en 2006 à Paris et maintenant il y a des kokai, des ateliers de haïku partout. Parce que c'est très ludique. Tu sais, personne ne sait qui a écrit le haïku et puis à la fin, ah, c'est le maître qui a eu le moins bon score. Et c'est sympa parce qu'avant ça, on discute. Essaye de venir si ça t'intéresse. Tu fais 2 images, pas de lien logique entre les deux. Et un truc qui étonne, quoi. Libre. Ouais. Encore une question peut-être? Sinon, on va clôturer là-dessus. Des petits applaudissements quand même. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Si. Va Enui. Donc voilà, vous clôturez comme vous voulez. On va... Eh ben, merci d'être venu et d'avoir fait tout ce voyage. Exactement. Et il n'y a pas de merci à l'origine en marquisien, mais ils ont inventé Kauta Onui ou Va Enui. Alors je vous dirai ça. Merci de m'avoir invité. Tu as raison, ça va me relancer à nouveau, je crois. Merci. Espérons. Bah, je pense que c'est avec plaisir si jamais tu te relances. Oula. Bon, merci à tous encore. Donc c'est là-dessus qu'on va clôturer cette intervention. Et je vous donne rendez-vous sur le PP à 16h. Donc il y a encore un laps de temps pour la présentation des 40 ans de Aerepo. Donc c'est à 16h. Vous avez encore un temps de flottement.